Si vous avez grandi dans les années 90, vous vous souvenez sûrement du jeu Monopoly de chez McDo. On a tous connu cette sensation de enlever notre petit stickers de notre Big Mac en espérant avoir gagné une voiture, 10 000 euros, 1 million d'euros. Et en fait, se rendre compte qu'on avait eu un McChicken. Je me souviens de ce jeu, moi, quand j'étais petite, effectivement, chez McDo, il y avait le jeu Monopoly. Et aucun d'entre nous a jamais gagné au point qu'on s'est même demandé s'il existait des tickets gagnants. Et aujourd'hui, je vais vous dire que oui, il existe des tickets gagnants, mais c'est normal que vous n'ayez jamais gagné parce qu'en fait, dans les années 90, un homme a réussi à hacker le système et à collecter tous les tickets gagnants du jeu Monopoly McDo. Il a gagné 24 millions de dollars en jeu McDo. Et aujourd'hui, je vous raconte cette histoire. Tout commence en 1987. McDo connaît une chute au niveau du business qui s'explique tout simplement par l'apparition de nouveaux concurrents et ils ont besoin d'innover un petit peu pour amener des nouveaux clients. Et ils vont faire appel à une entreprise qui s'appelle Simon Marketing. Ils la connaissent, ils avaient déjà travaillé avec cette entreprise puisque c'était Simon Marketing qui avait trouvé l'idée du Happy Meal. Avec Simon Marketing, McDo décide de trouver un nouveau concept. Ils ont besoin de quelque chose qui donnerait une raison aux gens de venir manger chez McDo. Et c'est de là qu'est né le jeu Monopoly. Le jeu a d'abord apparu dans les McDo aux États-Unis et puis ça s'est vite répandu un petit peu partout à travers le monde. Le but du jeu, c'était que lorsqu'on achetait un menu, une boisson ou peu importe, il y avait un petit sticker qu'on retirait et on pouvait gagner des prix instantanément. Ça allait de un milkshake, une frite ou peu importe, et il y avait aussi des prix beaucoup plus attrayants comme une voiture, 10 000 dollars, 1 million de dollars. Mais il y avait aussi un autre aspect du jeu qui était celui qu'on pouvait collectionner les tickets. Donc on collectionnait les tickets Monopoly, on les collait sur un petit plateau qui ressemblait à celui de Monopoly et en cumulant à ces tickets, on pouvait là aussi gagner des prix. Ce jeu a été un succès phénoménal pour McDo. Effectivement, ça a fait augmenter les ventes de 40%. Alors bien évidemment, il était très rare de gagner un des meilleurs prix, on gagnait toujours des trucs, on gagnait toujours la petite frite en gros, mais c'est pas grave parce que les clients, ils avaient quand même l'impression de gagner quelque chose, il y avait quand même un aspect vraiment sympa de ce jeu. Et si vous avez grandi à cette époque, vous vous en souvenez sans doute, c'était super cool d'aller prendre son milkshake, avoir cette sensation d'avoir gagné un truc. Il décide alors de garder ce jeu sur le long terme, ce n'est plus qu'une campagne marketing temporaire, c'est quelque chose qui va rester de façon permanente chez McDo. Et tout se passe à merveille, mais très rapidement, au début des années 2000, quelque chose de vraiment inattendu va se produire. En 2001, l'FBI reçoit un appel anonyme qui les prévient que les 3 derniers gagnants du concours Monopoly faisaient tous partie de la même famille. Cette source dit même que la personne qui contrôle tout ça s'appelle Oncle Jerry. Initialement, l'FBI prend pas tout ça très au sérieux, mais ils se disent que ça vaut quand même la peine d'y jeter un coup d'œil. Et c'est là qu'ils vont faire la découverte que non seulement il est vrai qu'il y a plein de gagnants qui appartiennent de la même famille, mais en fait, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, et tous dans la même zone géographique, près de Jacksonville, en Floride. L'FBI comprend tout de suite que il est impossible que cela se produise de façon naturelle, il y a obligatoirement un complot derrière tout ça, mais maintenant il faut trouver une réponse à 1000 questions. Déjà, qui est cette famille ? Comment cela peut se produire? Enfin, c'est troublant comme situation, mais la chose principale, c'est de comprendre si McDonald's est impliqué dans cette histoire et s'ils sont au courant de ce qui est en train de se passer. Ils organisent alors tout de suite un meeting top secret avec des représentants de McDonald's qui, dès qu'on les informe de cette situation, ils sont totalement choqués. Et non seulement, mais en plus, ils ont peur parce que cela peut être tragique pour la réputation de la marque. Donc déjà, on comprend tout de suite qu'ils n'ont rien à voir avec cette histoire, ils ne sont pas du tout impliqués. Ils sont très effrayés par la situation. Et à ce moment-là, l'FBI est déterminé plus que jamais à aller au bout de cette histoire, comprendre c'est quoi ce complot monumental qui est en train d'avoir lieu, quelle est cette famille qui parvient à récolter tous ces tickets gagnants. Et donc en fait, puisque McDonald's s'apprêtait à lancer une nouvelle campagne du jeu, l'FBI se dit que c'est l'occasion parfaite pour attraper le coupable en pleine action.
Et au moment de cette nouvelle campagne, le premier homme à gagner le prix de 1 million de dollars va être un homme nommé Michael Hoover. Du coup, l'FBI, évidemment, veut tout de suite interviewer cet homme, mais ils veulent surtout pas qu'il puisse se douter qu'il est en train d'être soupçonné de quoi que ce soit. Ils veulent que ça soit fait de façon subtile. Et ce qu'ils vont faire, c'est juste brillant. En fait, ils vont lui faire croire qu'il a été choisi pour apparaître sur une pub McDo. Une pub qui a pour but de montrer les gagnants du concours. Mais ce que Michael ne sait pas, c'est qu'en fait, cette interview est en réalité un vrai interrogatoire avec l'FBI. L'FBI va alors créer une fausse entreprise qui s'appelle Shamrock Production, dont le slogan est Because you're just lucky, parce que t'es juste chanceux, ce qui est super ironique. Et en fait, ils vont pas déjà poser quelques questions à Michael. Ils vont lui dire comment as-tu trouvé ce billet, ce ticket gagnant. Et l'histoire de Michael est assez intéressante puisqu'en fait, il raconte que ce jour-là, il se baladait sur la plage. Il avait un magazine qui tombe dans l'eau. Et donc à ce moment-là, son magazine est ruiné, il est illisible, donc du coup, il n'allait pas renoncer à sa petite lecture du dimanche. Il va dans le magasin pour en acheter un nouveau. Et dans ce nouveau magazine qu'il achète, c'est là qu'il a trouvé le ticket gagnant de 1 million de dollars. J'étais un petit peu confuse aussi quand j'ai entendu cette histoire, mais il faut croire qu'à ce moment-là, McDo avait un partenariat avec certains magazines, ou peut-être ils incluaient des tickets dans certains magazines. Et en tout cas, c'est comme ça que Michael affirme avoir trouvé le ticket gagnant. On lui demande qu'est-ce qu'il compte faire avec cet argent et Michael, tout content, dit qu'il compte s'acheter un yacht. Et ce que Michael ne sait pas, c'est que maintenant, il est en train d'être espionné par l'FBI. Donc, à la fin de l'interview, il passe un coup de fil, il parle avec quelqu'un. Et en gros, il lui raconte un petit peu comment s'est passée cette interview avec Shamrock Production. Et il se vante avec une personne en disant qu'ils ont tout avalé, qu'il va passer dans une pub McDo, que personne s'est douté de quoi que ce soit et que le plan se passait à merveille. Donc là, c'est très très louche. Mais durant cet appel, Michael va prononcer le nom de Uncle Jerry, qui est le nom que la source anonyme avait déjà donné au FBI. Du coup, maintenant, ils sont plus déterminés que jamais de comprendre qui est cet homme, qui est cet Uncle Jerry derrière tout ça. Il y a un homme du nom de Jerome Jacobson qui travaille pour Simon Marketing autant que chef de la sécurité. Puisqu'en fait, son rôle était de s'assurer que du moment de l'impression au moment du transport dans les McDo, les tickets étaient en totale sécurité. Ils ne pouvaient pas être ni perdus ni volés. Et en fait, ce processus était tellement sécurisé que tous les employés étaient fouillés au moment où ils rentraient dans l'imprimerie, au moment où ils sortaient, et ils devaient même être escortés pour aller aux toilettes. Donc, c'était vraiment fait dans la plus haute sécurité possible. Je pense que vous avez déjà deviné que Uncle Jerry est en réalité Jerome Jacobson. La façon dont il procédait, c'est qu'au moment du transport des tickets, donc lorsqu'il descendait de l'avion, il était encore à l'aéroport, il allait aux toilettes, retirait tous les tickets, ne prenait que les tickets gagnants, puis recollait la pellicule pour que ça ne soit pas évident, et puis ressortait des toilettes de l'aéroport avec tous les tickets gagnants dans sa poche. Tout simplement, c'était aussi simple que ça. Il ressortait de ses toilettes avec des tickets valant des millions et des millions de dollars dans les poches. Mais le fait est que vous vous doutez bien, il ne pouvait pas les encaisser tous d'un coup et puis tous pour lui tout seul, ça aurait été beaucoup trop louche, il se serait fait griller tout de suite. Donc en fait, il a commencé à créer un petit business. Il a sans doute fait cadeau de certains de ses tickets, mais ce qu'il faisait, c'était qu'il les vendait aussi. Par exemple, il a vendu un ticket d'une valeur de 10 000 $ à son boucher pour 2 000 $. Et à son neveu, il a vendu un ticket de 200 000 $ pour 45 000 $. Donc en fait, c'était assez parfait comme business puisque non seulement il se faisait beaucoup d'argent, mais en plus il aidait les autres. Et les gens étaient vraiment très contents de cette petite magouille. Mais très vite, il commence à cumuler beaucoup de tickets. Plus de tickets que de personnes qu'il connaît en fait, que de potentiels clients. Donc en fait, à ce moment-là, il a besoin d'un partenaire. Il a besoin de s'associer avec quelqu'un pour continuer son activité et élargir son réseau.
Il va alors faire appel à un homme nommé Jerry Colombo. Et oui, l'ironie du sort fait que cet homme s'appelle lui aussi Jerry. Donc maintenant, nous avons deux Jerry, deux associés prêts à se remplir les poches grâce au jeu Monopoly de McDo. Jerry Colombo fait partie d'une famille très puissante dans la gestion du crime organisé à New York. Il vient d'une famille italienne et c'est la représentation quasi parfaite du typique gangster new-yorkais. Jerry Colombo est assez impressionné en fait par la petite magouille de Jérôme et accepte volontiers de collaborer avec lui. En plus, c'est d'ailleurs Jerry Colombo qui va commencer à donner le surnom de Uncle Jerry à Jérôme. Et Jerry Colombo rentre dans cette histoire un petit peu trop surexcité. Il commence à faire cadeau et à vendre ses tickets gagnants un peu à tous les membres de sa famille. Ce qui allait vite paraître très très louche, et c'est sa femme Robin qui essaie de le faire raisonner un petit peu et lui dit oh, on se calme 2 secondes, ce serait peut-être bien de vendre ces tickets à des gens un petit peu plus random pour ne pas éveiller trop les soupçons. Elle propose alors de vendre un de ces tickets à une amie à elle qui habite à Atlanta. Cette femme s'appelle Gloria Brown. Et en fait, elle a fait un deal avec Colombo, mais le deal était que même après avoir encaissé l'argent, elle allait continuer à payer une sorte de commission à Colombo. Et en fait, elle s'est totalement fait avoir, puisque même après avoir encaissé toute cette incroyable somme d'argent, après les impôts, les taxes et la commission qu'elle devait à Colombo, en fait, il ne lui est resté quasiment rien et ce deal n'a quasiment pas changé sa vie en fait. Elle s'est même pas rendue compte qu'elle était devenue une millionnaire. Et en fait, ça lui a plus amené des ennuis qu'autre chose et elle a beaucoup regretté d'avoir fait ce deal avec Colombo. Et ce que je vais vous dire là va vous choquer. Moi, ça m'a vraiment, je me suis dit, mais quel culot. Jerry Colombo s'est fait gagner lui-même. Il s'est fait gagner une voiture. Et il a apparu dans une publicité McDo. Ce mec qui était en train de frauder le système était dans une pub McDo et a gagné une voiture qu'il a dû échanger contre une somme d'argent parce qu'en fait, il était trop gros et il rentrait pas dans la voiture. Playing the Monopoly game at McDonald's. Barbara Gray won a Sea-Doo jet vote. Mary Wallingsford won a $2,000 Citibank shopping spree. Kyle McKinnon won a Sega Saturn with a Daytona USA game. Jerry Colombo won a Dodge Viper. And there are 2 $1 million prizes left. With millions of prizes left, you could be next. So take a break and get a break at McDonald's. Have you had your break today? Il a même donné à son beau-frère et à son beau-père 2 tickets d'une valeur de $1 million chacun. Donc, clairement, le mec, il a fait plaisir, il s'est fait plaisir à lui et il a fait plaisir à toute sa famille. Il faut dire que dans tout ça, il a quand même fait preuve de générosité parce qu'il a même donné anonymement un ticket de $1 million à un hôpital pour enfants. Et vous imaginez à quel point l'hôpital était choqué de recevoir un cadeau si généreux de la part de quelqu'un qui en plus a voulu garder l'anonymat. Je vous rassure, même une fois que les deux se sont fait attraper, parce que oui, ils vont effectivement se faire attraper par la suite, l'hôpital a pu garder l'argent. Car oui, tout ça a eu une fin lorsque Michael Hoover a prononcé le nom de Uncle Jerry au téléphone. Cela a tout de suite mis la puce à l'oreille à l'FBI, ils se sont tout de suite mis sur la piste de Jérôme Jacobson et il ne leur a pas fallu longtemps pour le choper en pleine action. Tout a alors été dévoilé au grand jour et c'était enfin la fin de cette énorme fraude. Mais il faut dire qu'entre-temps, Jerry Colombo avait perdu la vie dans un accident de voiture alors qu'il était au volant avec sa femme Robin. Sa femme Robin a survécu, mais Colombo a succombé à ses blessures 2 semaines plus tard à l'hôpital. En août 2001, Jérôme Jacobson et 8 autres complices ont été arrêtés et Robin, la femme de Colombo, a été condamnée à 18 mois de prison. Jérôme Jacobson a avoué avoir volé plus de 60 tickets gagnants, ce qui correspond à une somme plus ou moins équivalente à 24 millions de dollars et a été condamné à 37 mois de prison et il doit également payer une amende de 12 millions de dollars.
Bien évidemment, les conséquences pour McDo ont été très lourdes, déjà pour leur réputation, mais aussi à cause des interminables procès qu'ils ont eus avec Simon Marketing. Et ce que je trouve fou, c'est qu'à la fin de tout ça, le juge a déclaré que c'était à McDo de donner une somme de 16 millions de dollars à Simon Marketing à cause d'une rupture de contrat. Ce qui est assez paradoxal, puisque si vous avez suivi l'histoire, c'est un petit peu de la faute à Simon Marketing que tout ça s'est produit. Alors maintenant, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous trouvez que 37 mois de prison et 12 millions d'euros d'amende, c'est suffisant, c'est une peine correcte pour ce que Jérôme a fait? Je sais pas, c'est vrai qu'il a fait du mal à personne, en fin de compte, je sais pas, c'est intéressant comme débat. En tout cas, si cette histoire vous intéresse et vous voulez en savoir plus, rentrez peut-être un petit peu plus dans les détails, il existe un documentaire HBO qui s'appelle McMillions, qui est très intéressant. Si vous aimez bien ce genre de thématique, j'ai aussi fait une vidéo sur le scandale de Theranos et aussi l'histoire incroyable de Tania Head, la fausse survivante du 11 septembre. C'est un petit peu dans le même genre, donc je pense que vous pourriez apprécier. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner, laisser un commentaire, enfin ce que vous voulez. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Ciao!